Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez-en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maude Delval et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à 9e épisode de l'équilibre digital, un spécial RH aujourd'hui. On a décidé d'inviter deux personnes qui font un événement de ressources humaines, donc vraiment pertinent, surtout en fin de pandémie. C'est la première fois d'ailleurs qu'on reçoit plus qu'un invité, Maud. Oui, c'est la première fois, ça va être vraiment le fun. Yes, deux invités dynamiques, donc j'attends rien de moins qu'un épisode dynamique aujourd'hui. On reçoit Vicky Jobin qui est coach en gestion, puis Anne-Sophie Michel qui est consultante aussi en RH. Les deux ont leur propre entreprise, soit Vicky avec le Culture Club et Anne-Sophie avec ASM Consultant. Vous êtes toutes deux je vais appeler ça des visionnaires du domaine des ressources humaines avec vos visions progressives du changement organisationnel qui remet l'humain au cœur des entreprises. Ça fait un bout de temps que je suis votre contenu sur LinkedIn, puis là, avec votre événement qui vient de se terminer, qu'on va parler dans un instant, c'était comme une évidence de vous recevoir au podcast aujourd'hui. Fait que merci d'avoir accepté. Les filles, je commence avec une question facile. Comment ça va? Ça va bien. Ça va super bien, merci. Yes. Donc, première question, on va rentrer dans le vif du sujet direct là. Je veux que vous me parlez de votre événement qui vient de terminer, qui est la semaine dernière, qui est les essentiels pour une GRH d'impact, donc une gestion des ressources humaines d'impact. Vous avez monté un événement pour les professionnels en gestion des ressources humaines et de ce que j'ai compris dans vos thèmes, vous essayez vraiment de ramener l'humain dans l'expression ressources humaines. J'aimerais ça que vous m'en parlez un petit peu de qu'est-ce qui est passé, puis qu'est-ce qui s'en vient un petit peu. Exactement, c'est vraiment bien décrit. Vicky et moi, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur cet événement-là. Finalement, notre objectif, c'est aider les gens. En fait, ça fait déjà partie de notre mission là, à Vicky et moi dans nos entreprises. Mais ce qu'on voulait, c'est aider les gens. Donc, on a réuni des experts qui ont différentes expertises finalement. Tout est en lien avec les ressources humaines, la gestion et l'humain aussi de façon générale. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interviewé finalement les experts. Ils nous ont présenté du contenu, donné des outils gratuits. Puis, c'est ça qu'on a offert aux 4750 personnes qui se sont inscrites la semaine passée. Félicitations. 4750? 4761 pour être exact, là, mais mettons, j'ai arrondi 4750. Votre événement a marché si vous avez reçu autant de personnes? Si vous avez fait de quoi qui est actuel comme sujet? Je pense que oui, puis je pense que les gens ont vraiment besoin de soutien. Les RH sont beaucoup en changement dernièrement, puis surtout avec la pandémie. Donc, je pense que l'aide qu'on leur offrait, puis les sujets qu'on amenait, les experts qu'on a invités, je veux dire, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Là. C'était juste tellement pertinent dans le contexte actuel. Vraiment cool. Vicky, Anne-Sophie aussi, vous êtes visiblement deux filles de projet. Puis là, il y en a un autre qui s'en vient avec, on est dedans, là. Vous offrez un coffret RH en lien avec tout ce qui s'est passé à l'événement. Vicky, tu peux en parler un petit peu plus en quoi ça consiste, ce coffret-là? Oui, effectivement. Mais je veux juste peut-être souligner parce que tu m'as présenté comme ma compagnie, le Culture Club. Le Culture Club, ça n'existe pas. En fait, c'est pas une compagnie, c'est une communauté. Fait que je voulais juste le préciser. Moi, ma compagnie, c'est VJ Capital Humain Inc. Fait que si les gens cherchent sur le registraire, ils vont dire, mon Dieu, c'est quoi cette affaire-là? Culture Club, c'est juste une communauté. Moi, j'opère sous le nom de Capital V. Donc, voilà l'événement, les essentiels pour une GRH, les essentiels en formation pour une GRH d'impact. C'est un coffret, en fait, qu'on a bâti avec l'ensemble des intervenants, sauf un là, qui va nous offrir un bonus, mais l'ensemble des intervenants qu'on a pu entendre la semaine dernière, qui nous ont offert déjà soit un conseil, un truc ou un outil gratuit. Donc, à l'intérieur du coffret, on va retrouver 8 formations en ligne. En fait, c'est nos formations. La formation que j'ai lancée l'année dernière, la formation que Anne-Sophie a lancée, que la plupart ont soit déjà lancée ou encore ont monté, ont pris l'opportunité parce qu'ils avaient l'intention de développer une formation en ligne, qu'ils l'ont fait à même le coffret pour l'offrir à travers le coffret.
d'autres produits exclusifs aussi qu'on ne trouvera pas là, ailleurs, qu'on ne pourra pas acheter. Donc, c'est 8 formations en ligne sur tous les sujets qu'on a traités la semaine passée, là, si je peux en nommer quelques-uns. Là, GRH de l'impact qu'on a parlé avec Annie Boilard, avec Anne-Sophie, l'initiation à la gestion de projet, gestion humaine du changement. Moi, ma formation, c'est la méthode V pour se transformer vers une culture de confiance, avenir flexible en contexte de télétravail. L'ikigai, c'est un sujet qu'on ne connaissait pas, là, donc pour se réaliser pleinement dans la vie, la santé mentale, le leadership, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective, etc., etc. Donc, 8 formations. Ensuite, on a un livre qu'on appelle Les RH en 2030. C'est un livre que moi, je convoitais depuis déjà, que j'avais zioté depuis déjà quelques mois. C'est sorti seulement en juin 2020, pardon, même. Ça fait même pas, ça va faire un an à peine là, que le livre est sorti et on l'inclut. C'est le format numérique qu'on inclut dans le coffret. Et puis, on va avoir les 11 capsules qu'on a pu retrouver la semaine dernière, des bonus avec Annie qui nous offre un contenu qui s'appelle Conduire des interventions d'impact avec ses gestionnaires qui normalement se détaillent à 415 $. Donc, première V, premier inscrit parce qu'il y a 200 places disponibles. Carte cadeau de 100 $ pour les premiers acheteurs, les 10 premiers acheteurs. 2 lives, des rabais chez Mode Avalanche, 20 à 30 %. Donc, vraiment, un contenu, un coffret qui vaut environ tout près de 4 000 $ qu'on laisse à 93 % de rabais, c'est-à-dire à 249 $ seulement. Donc, c'est moins cher que la formation la moins chère du coffret. Fait que, Rien de moins. Rien de moins. Fait que voilà. Puis, tu sais, si je peux peut-être poursuivre sur la lignée de Anne-Sophie, ce qu'on a réalisé, puis pourquoi on a voulu bâtir ce coffret-là, c'est qu'en 2030, en 2021, on réalise que la formation, l'enseignement est défaillant pour les professionnels RH, les gestionnaires aussi. Et puis, on voulait offrir des contenus qui vont venir bonifier, qui vont venir outiller les professionnels en gestion. Et puis, c'est pour ça qu'on a choisi ces contenus-là particulièrement. Ce coffret-là, quand tu dis professionnel en gestion, est-ce que tu dirais que tu verrais plus quelqu'un qui est un gestionnaire, tu verrais plus quelqu'un qui travaille en ressources humaines, qui est plus coordonnateur, quelqu'un qui est formateur carrément? Ça s'adresse à qui, ce coffret-là? Ouais. À tout ce beau monde-là. À tout ce beau Tous monde-là. les gens, soit une personne qui veut se développer, hein, un finissant. On a plein d'étudiants aussi qui se sont inscrits, donc c'est vraiment une belle clientèle là, qui vont pouvoir développer des nouvelles connaissances. Et puis, pour un professionnel qui est plus aguerri, un gestionnaire, et j'ai oublié de dire, parce que c'est un point qui est super important, puis qui pour moi était hyper, hyper important quand j'ai approché Yuri Plourde. On parle d'intelligence collective, mais à travers le coffret, on offre aussi des moments d'échange en co-développement avec tout ce beau monde-là qui va acheter le coffret pour permettre, parce que là, c'est des connaissances, on ne veut pas quand on suit une formation en ligne, mais pour intégrer ces connaissances en compétences. Donc, on va le faire à travers un co-développement avec l'intelligence collective et tout ce qu'on va avoir appris, chacun à son rythme, chacun selon ses intérêts, parce que si les gens ne veulent pas tout suivre les formations, ils vont probablement suivre celles qui les intéressent le plus. Mais on va pouvoir intégrer puis se faire un plan d'action pour pouvoir intégrer ça en compétences là, dans la prochaine année. Fait que finalement, ça s'adresse à tout le monde. Oui. C'est comme tu disais aussi, les étudiants. Fait que ça, je pense que c'est une bonne opportunité de mettre le pied dans la porte puis de comprendre un peu plus les enjeux. Tu sais, l'école, c'est une chose, mais le terrain, c'est une autre. Fait que je pense qu'avec la formation, ça va leur aider, les permettre de comprendre un petit peu plus vraiment sur le terrain à quoi ça ressemble également. Absolument. Oui, vraiment. Anne-Sophie, en fait, tu avais une capsule dans l'événement L'humain au cœur du changement. Peux-tu m'en parler un petit peu plus? Oui, ça, c'est mon thème, c'est ce que je parle tout le temps finalement. Puis, pour mieux en parler, il faut que je dise, moi, je suis une ancienne psychoéducatrice. Okay? Ça a rapport dans l'histoire. Puis, à un moment donné, j'ai évolué finalement professionnellement pour me diriger plus en gestion. Puis, à un moment donné, je suis atterrie en gestion de projet. Puis, tu sais, la gestion de projet, c'est des processus, c'est des outils. Puis, on m'a donné un projet à un moment donné où est-ce qu'on changeait complètement la façon dont les gens allaient travailler et il y avait une vingtaine de personnes qui allaient perdre leur poste. Donc, moi, je fais les outils de gestion de projet, les processus, etc. Puis là, mon ancien côté psychoéducatrice, à un moment donné, trouvait
que c'était pas tellement humain ce que j'étais en train de faire. J'analyse les coûts, j'analyse les risques, je fais un beau plan d'action. Mais après ça, je peux pas arriver, prendre mon plan d'action, donner ça aux humains, puis dire, bon, ben, maintenant, change tes comportements. Ah oui, puis en passant, ben, il y en a une vingtaine qui vont perdre leur poste. Tu sais, si tu as des questions, viens me voir, je vais y répondre. Donc, c'est là qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, il manque d'humains en gestion de projet. La gestion de changement, souvent, c'est un concept qui est comme vague. On ne sait pas exactement comment faire de la gestion de changement. C'est pas concret. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est, je me suis dit, bon, ben, ça prend quelque chose de simple, concret, efficient, mes 3 mots préférés. Puis, l'importance, c'est vraiment de mettre l'humain au cœur des changements. Donc, si tu as un projet à faire, un changement à apporter, finalement, il faut vraiment que tu te mettes dans la peau des humains qui vont devoir mettre en œuvre ce changement-là. Donc, c'est ça que finalement que j'ai développé comme méthode de travail, comme outil. Et la pandémie est arrivée à travers le développement de mon entreprise, de mes outils et tout. Donc là, maintenant, le timing est juste plus que parfait parce que la pandémie est un changement en soi et amène énormément de changements. Et l'humain est extrêmement précieux avec toutes les pénuries de personnel qu'on connaît. Donc, l'humain au cœur des changements, c'est juste la façon de vivre, c'est la culture à avoir dans ton entreprise, finalement. Ça peut pas être plus ça parce que c'est carrément eux qui te l'amènent, le changement. Tu sais, en tant que gestionnaire, oui, tu décides qu'il va en avoir un, puis les outils que tu vas leur donner, puis la façon que ça va être fait. Mais en bout de ligne, c'est tes employés qui mettent le changement en œuvre. Exactement. Puis tu sais, il y a des PDG ou des dirigeants d'entreprise qui disent, ouais, mais c'est des employés, là, moi je les paye, c'est ça leur travail de changer puis de s'adapter. Non, OK, c'est plus ça, on n'est plus en 1980. Oui, c'est des employés, oui, tu les payes, mais avant tout, c'est des humains. Donc, les employés, c'est des humains, tes gestionnaires, c'est des humains. Donc, tout le monde, gestionnaire ou employé, tu dois prendre le temps de les mettre au cœur de tes changements, peu importe c'est quoi tes changements. C'est non négociable. Amen. De ton côté, Vicky, on vient de parler de la capsule de Anne-Sophie dans l'événement que vous avez fait. De ton côté, ta capsule, c'est la culture de confiance. Ça fait quelques temps que je remarque une tendance à la confiance dans les entreprises. On essaie de plus en plus de laisser une place décisionnelle, c'est à tous les niveaux plutôt que juste du top-down. Est-ce que c'est un peu ça que tu abordes dans ce thème-là? Ça consiste à quoi la culture de confiance? Oui, ben écoute, ça part vraiment de mon propre constat, là. Tu sais, moi, je me nomme une artiste entrepreneur, là. L'entrepreneur a besoin de liberté, puis l'artiste a besoin de créer, de liberté aussi. Fait que c'est sûr que moi, comme personne, travailler dans un environnement contrôlant, c'est comme me mettre en cage, là. Donc, puis pour avoir entendu plusieurs personnes dire la même chose dans le formel ou dans l'informel, j'ai constaté que plusieurs personnes le vivaient, ou quand moi je l'exprimais, mais tout le monde, tu sais, certaines personnes me disaient, ben, c'est exactement ça que je vis, puis je trouve ça dommage parce qu'on perd un peu ma force, on perd ma valeur ajoutée. Puis, ben, comme professionnelle et gestionnaire des ressources humaines, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine, là, je pratique plus depuis quelques années, mais tu sais, ce que je réalisais, c'est qu'on prend souvent les gens pour des cons. C'est comme, pourquoi que une personne, quand elle part de chez elle, est intelligente puis est capable de prendre des décisions. Qu'est-ce qui se passe dans sa maison, puis le moment où elle est dans sa voiture, puis qu'elle arrive au travail, puis qu'elle est plus capable d'en prendre tout à coup des décisions? Fait que, tu sais, les gens, ils gèrent des business, là, ils gèrent leur famille, leurs enfants, les devoirs, le budget. Les gens sont habitués de prendre des décisions au day-to-day, puis à partir du moment où on les contraint, puis on leur dit, ben toi, tu prends plus de décisions, mais ils deviennent, euh, ils deviennent plus en attente de, fait qu'ils prennent pas d'initiative. Là, c'est comme un peu une roue qui tourne. La personne ne prend pas d'initiative. Tu dis, ben là, elle n'est pas autonome. Fait que là, puis j'ai coaché beaucoup de gestionnaires, puis tu sais, ils disaient, mais mes gens sont pas autonomes. Mais c'est quoi être autonome? Quelle liberté tu lui laisses? Puis tu sais, tout ça. Fait que c'est des enjeux qui, je pense que c'est juste de reprendre du recul. Puis moi, je dis souvent remplacer, tu sais, c'est important quand même parce que la confiance, c'est pas tout, là. Faut quand même doser. Donc, quand est-ce que je remplace un con par un con? Quand est-ce que je remplace le contrôle par la confiance? Et quand est-ce que je remplace la confiance par le contrôle? Puis l'important, c'est de trouver son équilibre. Puis un gestionnaire, ce qu'il veut, lui, c'est d'être rassuré. Quand il contrôle, c'est qu'il veut être rassuré. Il veut. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir? Quand est-ce qu'il a besoin de savoir? Puis quel spot check, quelle mesure de contrôle il se met en place? C'est là le secret.
Fait que moi, c'est ça que je veux aider à travers tout ça, à mettre en place des outils qui vont faire en sorte que je suis confortable, puis je me sens rassurée quand mes employés travaillent. Mais en même temps, je leur laisse une grande liberté. Puis les jeunes, c'est ce qu'ils veulent de plus en plus, ils veulent cette liberté-là. Et puis, j'étais avec un groupe la semaine passée. Il y avait des enjeux de rémunération. Puis là, ils se disaient, est-ce qu'on est assez transparent? Est-ce qu'on on devrait parler des salaires, tout ça? Puis là, ben, ils sont là comme dirigeants à se dire, ben, à essayer de trouver des solutions. Mais je dis, pourquoi vous ne le demandez pas à vos employés? Demandez-leur, donnez-leur ce chantier-là, un projet. Écoute, puis c'était dans l'ingénierie, fait que c'est tous des ingénieurs avec qui ils travaillent, sont habitués de résoudre des problèmes, puis d'avoir un processus agile et tout ça. Donnez-leur. Mais là, ce que j'ai réalisé après coup, je me suis dit, ben peut-être que c'est peut-être parce qu'à partir du moment où ils ouvrent leur livre, c'est peut-être l'inverse qui va se produire, que les employés vont arrêter de leur faire confiance. Parce que peut-être que la façon que les choses sont organisées, c'est peut-être pas si équitable que ça. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, c'est un enjeu, tu sais, la confiance, c'est très large. Puis, tu sais, je pense que le mot-clé à retenir, c'est équilibre. Est-ce que tu dirais que cette confiance-là, ce manque de confiance-là, peut-être en voulant trop contrôler, vient du fait qu'on veut justement trop contrôler, puis de l'insécurité de si on fait pas les choses à ma manière, ça marchera pas comme que je veux? Absolument. Puis, tu sais, dans les organisations, souvent, on va attribuer le contrôle ou la résistance au changement à l'âge des gens. Mais c'est pas vrai. La science, ce qu'elle dit, c'est que c'est pas l'âge qui fait qu'on est, c'est plus l'ancienneté. C'est sûr qu'il y a une corrélation à faire avec l'âge, mais c'est plus l'ancienneté dans l'organisation. Puis, quand on est habitué de faire les choses, d'une façon, ben là, de faire les choses autrement, mais ça demande un Je- effort supplémentaire. J'avais jamais pensé à ça de cette façon-là, puis j'ai quand même travaillé un 12 ans en gestion dans des épiceries comme comme assistant directeur de magasin, puis t'as tout à fait raison. C'est vraiment la façon qu'il faut le phraser, c'est vraiment l'ancienneté, parce que si je te change de poste, t'auras plus d'attente par rapport à ton nouveau poste, puis de comment faire, tout ça. Tu vas juste apprendre la nouvelle manière de faire pour ce nouveau poste-là. Tu te poseras pas de questions, tu vas juste faire ça, alors que quand ça fait 10 ans que tu le fais, ben, pourquoi tu me changerais cette façon-là de faire? C'est comme ça que je C'était fais. peurant. C'était peurant, là, de changer, là. On est bien dans ce qu'on fait, même si c'est peut-être plus efficace, on pense pas à ça, on est comme bien dans ce qu'on fait, puis Ouais. Et c'est on ça, en est fait. tous résistants au changement, by the way. On l'est tous, 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 puis c'est pas le changement. Là, je suis rendue au sujet à Anne-Sophie, mais c'est pas le changement qui est pas normal, c'est le rythme qu'on impose dans les organisations qui l'est pas, qui est trop rapide. En parlant de changement, justement, c'est un peu ce que vous parlez tantôt par rapport au RH en 2030, puis c'est un peu l'autre question aussi. Vous avez parlé de ce thème-là pendant l'événement. J'ai le goût de vous demander un petit peu en quoi ça consiste pour vous, justement, les RH maintenant en 2021 versus ce que ça pourrait ressembler en 2030. Ben, c'est un peu dans la même optique que ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'en 2021, les RH, ben, surtout avec la dernière année, on a vécu beaucoup, beaucoup de turbulences. Moi, j'ai accompagné un groupe, là, justement, dans les premières semaines, là, où il y a eu, les annonces, gouvernementales. Puis c'est là où moi puis c'est pour ça que les RH en 2030, c'est un livre qui m'a approché, qui m'a interpellée, là, mais ce que ma gang, ils disaient, c'était: «Il va se passer quoi avec notre profession dans les prochaines années?» Fait que je cherchais, moi, à trouver, la réponse à qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Puis en parlant avec Gilles Verrier, qui était dans la semaine, des essentiels, puis qui nous inclut son livre, j'ai vraiment réalisé que c'est pas faut pas attendre qu'on nous dise l'avenir, c'est qu'il faut prendre action sur notre avenir. Puis Puis pour ça, ben, je pense que là où, comme professionnel et dirigeant, la formation, le développement est encore insuffisant, puis il y a plein de sujets qui ne sont pas abordés. Et dans les organisations, je pense qu'on a besoin de redonner une crédibilité à la fonction. On a besoin de lui faire confiance. Puis c'est pas juste on attend qu'on nous fasse de la place. Non, c'est comment on fait pour prendre notre place, puis comment on fait pour transformer l'avenir. On a du contrôle dessus, il faut le reprendre, je pense. Là, on parle de contrôle, confiance. Ben, tu sais, c'est ça. Je pense il faut pas être en attente de, mais il faut être proactif. Et on a plein d'opportunités présentement de se transformer, puis tout est là. Il faut juste le prendre puis le mettre en action.
Je suis curieux de t'entendre aussi, Anne-Sophie, sur la même question. C'est quoi les RH en 2030 pour toi? Écoute, je pouvais pas dire mieux que ce que Vicky a dit. Il faut effectivement saisir l'opportunité présentement de changer, mais pas de changer, comme tu disais tantôt, là, le top-down, c'est terminé. Fait que là, on va changer avec nos employés, on va aller chercher leurs opinions, on va chercher leur piste de solution parce que c'est eux qui font face aux défis. Puis, ils font face à des défis et ils ont des pistes de solutions. Donc, allons chercher sur le terrain comment ça va puis comment on peut s'améliorer ensemble. Et tout ça, bien sûr, en faisant de la gestion humaine du changement. Parce que là, je veux revenir, tantôt, on parlait de la résistance au changement. Puis, effectivement, tout le monde résiste au changement. Puis, il y a quand on demande souvent aux gens dans une entreprise, c'est qui le groupe de personnes qui résistent le plus au changement? Les gens vont dire, ben c'est les employés. C'est faux, c'est pas les employés. 43% des gens qui résistent le plus au changement, c'est des cadres intermédiaires. Les cadres intermédiaires sont toujours pris en sandwich entre des directives, des objectifs qui sont soit trop ambitieux, trop rapides, comme disait Vicky tantôt, le rythme est trop intense, et ils sont pris entre la résistance au changement des gens qui trouvent que ça va trop vite, qui sont saturés. Donc, c'est eux qui résistent le plus au changement. C'est eux qu'il faut outiller, c'est eux qu'il faut aider finalement à gérer le volet humain des changements. Fait que, bref, c'est un gros travail d'équipe là, de changer la fonction RH. Puis la fonction RH, c'est pas une direction dans une organisation, c'est à travers l'ensemble d'une organisation des ressources humaines. Là. Ça serait quoi, Anne-Sophie, les outils justement pour juste des pistes d'outils pour que justement ces gestionnaires-là intermédiaires ils soient plus outillés? Ben là, c'est exactement ma formation, là, Jean-Michel. Fait qu'écoutez le coffret, gang. Ouais, écoutez le coffret, puis après ça, moi, j'ai la méthode, là, mais en fait, mais c'est ça. C'est que c'est sûr que moi, c'est ça que j'ai fait, là, développer une méthode puis des outils pour justement aider les gens à gérer le volet humain des changements. Mais la toute première chose, c'est qu'il faut réaliser l'importance de bien considérer l'humain dans les changements à tous les niveaux de l'organisation. Souvent, au niveau des employés, ils savent qu'ils sont importants, là, ils savent qu'ils sont des humains et qu'ils doivent être considérés. Le cadre intermédiaire le sait parce que c'est lui qui vit toute la résistance quand il doit mettre en œuvre des changements. Puis, tu sais, quand je dis des changements, là, c'est pas juste refaire l'organisation pour changer la culture. Des fois, c'est un nouvel outil informatique. Des fois, c'est passer d'une feuille de temps papier à une feuille de temps électronique. Ça peut être des tout petits changements, mais les gens vont résister à tout changement. Au niveau, là, quand on est en haut de la pyramide, là, la direction générale, là, c'est là. Là, il faut réaliser l'importance de considérer l'humain dans les changements. Donc, c'est ça mon dernier point, là, réaliser l'importance. Après ça, on va chercher des outils concrets, puis on m'appelle, j'ai tout ça. Et Vicky aussi en a, là, en partant. Bref, mais merci pour cette réponse-là, c'était super complet. Je l'ai dit tantôt, je leur disais, vous êtes deux filles de projet, clairement. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres dans les prochaines semaines, prochains mois? Peut-être Vicky, si tu peux commencer avec ça. Écoute, c'est une super de bonne question parce que moi, je suis un retour à mon compte depuis 1 an. Ma première année, ça a été vraiment de faire beaucoup j'appelle ça de la recherche et développement parce que je réalisais que les modèles, j'étais toujours dans mes paradigmes. Puis les RH, moi, je me permets de le dire. Je peux le dire parce que je suis une RH, mais s'il y a des gens qui sont dans les gros paradigmes, c'est bien nous. Et moi, comme consultante, je reproduisais toujours les mêmes modèles parce que c'est ceux que je connaissais, c'est ceux dans lesquels j'étais confortable et que j'étais capable de prédire l'avenir. Et maintenant, on est plus dans des modèles contemporains. Je ne prône pas de modèle particulier, mais je m'inspire de ces nouvelles pratiques-là. Cela dit, dans ma première année, je me suis cherchée beaucoup en termes je voulais confirmer ma mission, je voulais laisser venir mon modèle d'affaires, ce qui déstabilisait plein de monde, parce que moi, je suis une artiste, hein, je suis une artiste entrepreneur, j'ai aucun problème à pas avoir d'enlignement pour dans un mois. Ça, je vis très bien là-dedans. Mais je voulais vraiment le laisser venir, le laisser émerger. Et là, c'est sûr que le coffret, moi, ça faisait 1 an que je pensais, là, tu sais, puis que je réfléchissais à ça, puis ça faisait partie. Puis moi, je veux plus faire juste la consultation, offrir du temps, mais je veux aussi offrir des produits parce que je veux diversifier
mes revenus. Donc, le coffret, c'en est un bon, puis ce qui va venir aussi. Mais je veux continuer à produire avec le Culture Club du contenu inspirant, gratuit pour transformer les organisations vers des pratiques plus humaines, agiles et axées sur l'intelligence collective. Mais là, je veux vraiment focuser plus là, cette année avec, moi, j'ai commencé à faire des webinaires, mais là, je voudrais avoir une fréquence plus régulière. J'ai une communauté qui est quand même en train de se bâtir, mais j'ai pas mis beaucoup le focus à la nourrir comme je voudrais m'approcher d'eux. Donc, je veux vraiment plus me rapprocher de la communauté, échanger, puis la rendre plus dynamique. Mais je veux surtout, puis là, Anne-Sophie, en même temps, c'est un hint, mais je veux démarrer mon podcast parce que ça fait aussi 1 an que j'y pense. Je suis rendue là à l'automne. Puis moi, je suis quand même assez étapiste. Je fais un projet, puis après ça, je vais jusqu'au bout, puis après ça, je passe à l'autre projet. Fait que là, ma vision, c'est pour les 6 prochains mois, webinaire, podcast. Je continue d'accompagner mes clients parce que je suis consultante là, en transformation relève. Je fais beaucoup de relève. Fait que j'accompagne l'humain dans le changement constamment. Moi, j'amène la turbulence, puis je les aide à passer à travers. Puis, j'accompagne aussi, des entrepreneurs avec l'École d'entrepreneuriat de Québec. Fait qu'on vient juste de démarrer une nouvelle cohorte, puis tout ce que j'apprends avec eux, parce qu'ils m'apprennent énormément, ben je la mets aussi en application, dans ma business et vice versa. Fait que c'est l'année qui s'en vient. Plein de choses que je savais pas là-dedans, chers auditeurs, quand j'ai dit fille de projet, on s'entend que je mentais pas. Anne-Sophie, de ton côté? Moi, présentement, je travaille au niveau de la campagne provinciale de vaccination COVID-19. Donc, je suis vraiment avec l'équipe là, logistique au niveau du ministère pour gérer l'ensemble de la campagne au niveau de la province. Donc, c'est sûr que ça prend quand même beaucoup de mon temps. Quand je vais avoir terminé ce projet-là ou ce mandat-là, je risque de prendre un peu de vacances, un peu de congé, là, parce que j'en ai pas pris depuis 2 ans, je pense. Puis, après ça, ben là, je retourne finalement à 100% à ma mission qui est d'aider un maximum de personnes possibles à mettre l'humain au cœur des changements. Tu sais, moi, la façon que j'ai développé mon offre de service, c'est comme je veux aider un maximum de personnes possibles, j'ai développé la façon pour rendre les gens autonomes pour qu'ils développent la compétence de gestion humaine de changement. Donc, moi, je veux pas qu'on m'engage comme une consultante. Je vais faire la gestion humaine de changement, puis après ça, je m'en vais. Parce que la seule chose qui est stable, c'est le changement. Donc, ils vont avoir besoin de moi encore et encore et encore. Moi, ce que je veux, c'est rendre une organisation autonome, l'ensemble de leurs gestionnaires, leurs professionnels, tous leurs employés, là, s'ils veulent. Je les aide à développer la compétence de gestion humaine de changement. Après ça, je m'en vais, sont autonomes, puis ils peuvent gérer le volet humain de tous les changements à venir. Donc, ça va vraiment être ça, là. Un coup que la vaccination va être passée, puis je vais avoir terminé ce mandat-là, ben, je retourne 100% à ma mission originale, là. À moins qu'il y ait d'autres choses qui arrivent en même temps, parce que moi, tu comprends que je saisis chacune des opportunités qui se présentent à moi. Mais grosso modo, ça ressemble à ça. Super. Puis, tu sais, j'imagine que vous êtes justement les deux, vous êtes des filles super, super occupées. Jean-Michel me parlait beaucoup de vous, vu qu'on ne se connaissait pas énormément. Puis, au niveau de, on pose tout le temps cette question-là à nos auditeurs, au niveau de l'univers numérique, on pourrait commencer avec Vicky, par exemple. Comment vous arrivez à garder l'équilibre dans tous les projets qui se passent, autant au niveau travail-famille? Ça, c'est quoi vos trucs à travers ça? Mais juste avant, parce que je ne veux pas l'oublier, ça fait 3 fois qu'il me pop-up dans la tête, mais tu nous as présenté, Jean-Michel, mais je veux juste préciser que tu nous as aidés beaucoup dans le projet, notamment avec notre placement Facebook. Puis je pense que c'est important quand même de souligner. Fait que je voulais juste pas l'oublier. Je peux pas, Mon équipe. Ah? je peux pas vendre. Faut que le projet, faut que le produit, faut que l'offre soit bonne pour qu'elle vende. Ben, Tout vient top-down. tu y as cru, puis ça a été le fun de collaborer avec toi. Moi, mon équilibre, là, Maude, je suis quelqu'un de très équilibré dans la vie. Puis moi, je sais dire non. Bizarrement, autant quand j'étais dans la consultation, dans les cabinets où je travaillais, j'aurais pu travailler 60 heures semaine au début, mais j'ai vraiment appris à dire non. Moi, je contrôle d'abord mon calendrier, puis je ne laisse pas les gens contrôler mon calendrier. Si tu ne le contrôles pas, il y a quelqu'un qui va le faire. En termes de numérique, d'abord, moi, là, j'ai fermé tout ce qui s'appelle sonnerie, pop-up, pastille qui dit t'as combien de courriels qui rentrent. J'ai tout fermé ça. J'ai un de mes amis à Mané, j'ai dit, tu prends tout ça
dans mes applications, dans mon général, puis ferme tout ça. J'ai rien. Fait que c'est sûr que j'en manque. Je passe à côté des fois, puis je suis pas optimale. Mais j'ai appris à accepter que je suis pas à 100%, puis j'en échappe. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai eu à travailler dessus, puis je l'accepte très bien, puis ça arrive des fois que j'en oublie. Et ce que je fais, ben là, c'est sûr qu'en ce moment, on martèle, là. Moi, j'ai jamais martelé autant que ça dans les médias sociaux, là, dans tous les groupes et tout ça, fait qu'on me voit partout. Mais en général, j'en fais pas autant. Moi, c'est le matin, je regarde mes affaires, puis mon courriel, je l'ouvre une fois par jour. Je réponds tout. Tu sais, j'ai quand même amené une certaine structure, puis je dis pas, je dis oui à plusieurs affaires, mais je dis non à plusieurs affaires aussi. Et puis, ben, je pense que c'est vraiment de s'affirmer là-dedans. J'ai jamais, 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 je travaille avec des associés, puis il n'y a jamais personne qui me fait aucun commentaire négatif parce que je fermais. Puis moi, j'ai vraiment une hantise des ding, 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 puis de quelqu'un à qui tu parles, puis là, ding, ding, puis là, il parle le focus envers toi. Je trouve que c'est un grand manque de respect. Moi, je le fais pas à personne. Puis mon téléphone, quand je décide de le mettre de côté, fait que c'est moi qui décide. C'est pas les autres qui décident. Client, pas client, là. Je décide que c'est pas en ce moment. Je suis en soirée, je suis avec ma famille, ça va aller à demain. Moi, je m'affirme très fortement là-dedans, puis il n'y a jamais personne qui m'a fait aucun reproche. Très différent de... Vas-y, Edmond. T'apportes un bon point à apprendre à dire non. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on fait pas assez souvent. Absolument. Mais ça va dans les essences. Grégor, des essentialismes, là, qui disait quand tu apprends à dire non, ça fait grandir ta crédibilité. T'es plus. Parce que, je sais pas, ça transforme le regard des gens à ton égard. Parce que sinon, quand tu es toujours à la merci des gens, ben, ils t'en demandent, ils t'en demandent, ils t'en demandent, ils t'en demandent. Puis à un moment donné, ben, tu te fatigues, puis tu t'épuises. Puis là, c'est là qu'arrivent des problèmes. Fait que moi, j'ai décidé que je prenais le contrôle. Je parle de confiance, mais je garde le contrôle. Ah, c'est ça, c'est exactement ça que j'allais dire. En fait, c'est amené différemment que tantôt, mais c'est vraiment carrément tout relié au contrôle, ce que tu dis, là, pour garder ton équilibre. Anne-Sophie? Moi, je suis le pire exemple à suivre pour ça. Je me décris souvent comme une workaholic pas de vie. Moi, j'habite seule avec mes 2 chiens, puis j'aime ça travailler. Moi, ma passion, c'est mon travail. C'est sûr que je peux pas finir de travailler à 6 heures le soir, parce qu'après ça, je suis comme, bon, qu'est-ce que je fais jusqu'à temps que je me couche à 9h30? Donc, moi, je suis vraiment la pire. Je travaille beaucoup, mais c'est par choix. Dans le fond, c'est parce que moi, j'aime ça travailler. Je choisis de travailler autant. Je choisis mes projets, mais je suis extrêmement organisée là, dans tout mon quotidien. Mais quand j'ai vraiment besoin, par contre, de décrocher, c'est simple, là, c'est juste sur mon téléphone quand je le mets sur le mode sommeil. Ça se peut que je le mette sur le mode sommeil un soir à 7 heures, parce que là, c'est terminé, puis là, il y a personne qui peut m'appeler, me texter, m'écrire sur Messenger. Là, je fais d'autres choses, puis je décroche. Ça m'arrive pas si souvent, mais c'est parce que j'aime ça travailler, puis c'est le choix que j'ai fait de travailler beaucoup. Mais ceci étant dit, je passe quand même du temps pour moi, puis avec famille et amis, là, tout en respect des consignes sanitaires, évidemment. Là. Mais bref, c'est ça. Je décroche quand j'ai besoin, simplement en mettant mon téléphone en mode sommeil. T'as un angle, Anne-Sophie, qu'il n'y a personne d'autre à apporter parce qu'on est vraiment tous dans l'équilibre. Alors que toi, tu as comme trouvé ton équilibre à toi. Puis ton équilibre à toi n'a pas besoin d'être l'équilibre de quelqu'un d'autre. C'est pas l'équilibre, l'équilibre, c'est pas un 50-50 là, de travail, famille. C'est pas ce que ça te tente que ça soit. C'est ton équilibre à toi. Ça peut être du 90-10, si tu veux. Ça peut être du 100-0. C'est toi, t'es-tu bien là-dedans? Fait que exactement. Ça revient un petit peu à ce que tu viens de dire. C'est ça. Mais la dernière chose que je voulais dire, c'est que moi, pour pouvoir réussir à faire ça, je dors bien. Fait que j'ai vraiment une routine. Je me couche toujours à la même heure, mais je me lève tôt. Je m'entraîne, je lis. J'ai vraiment une routine matinale qui fait que si je fais pas ça, je serai pas productive pendant ma journée, puis je réussirai pas à atteindre tous les objectifs que j'atteins finalement avec. Ça, c'est vraiment important pour moi. Là. Vraiment cool, vraiment des bonnes réponses à toutes nos questions, les filles. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. On va wrap up un petit peu, mais c'était vraiment des solides insights. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui vont bénéficier d'avoir écouté le podcast aujourd'hui. Anne-Sophie, où est-ce qu'on peut te suivre si on veut en apprendre plus sur toi ou juste rentrer en contact avec toi?
LinkedIn. Pour vrai, je passe tellement de temps sur LinkedIn. C'est vraiment la meilleure place pour venir me jaser puis pour voir ce que je fais parce que je poste beaucoup puis c'est ça. Je suis super active sur LinkedIn. Fait qu'allez suivre Anne-Sophie Michel sur LinkedIn. Vicky, de ton côté, on te suit où? Je dirais, je pense que le Culture Club, c'est pas mal là où on retrouve tout, autant mes coordonnées que tout mon contenu. Je le dépose tout, sauf le contenu exclusif, mettons, à mon infolettre ou à mes groupes Facebook. Sinon, mais tout ça, les gens peuvent y accéder à partir du groupe du Culture Club. Fait que je pense que c'est le meilleur moyen de me rejoindre. Je ne suis pas assez euh, assidue, moi, pour dire sur LinkedIn, je réponds. Là, en ce moment, oui, là, pendant ça fait un mois je suis là tous les jours, mais sinon, courriel, texto. Toutes mes coordonnées sont là, fait que c'est le moyen le plus facile. Alors, on a trop de moyens de nous rejoindre, puis là, un courriel avec le cégep, un courriel dans LinkedIn, un courriel au bureau. Je suis encore avec le réseau Mallette. Là, ça vient qu'à un moment donné, j'en échappe. Fait que comme j'ai pas, je suis une artiste, hein, fait que j'ai pas cette rigueur-là. J'en échappe quelques-uns, fait que c'est le moyen le plus simple. Et le Culture Club, on suit ça où, cette communauté-là? Lecultureclub.ca. Super. www.lecultureclub.ca. Très facile. Fait que merci, mais encore une fois, merci. C'était super apprécié votre présence. C'est un très bon Merci épisode beaucoup. aujourd'hui. Un gros merci, puis on se parle bientôt. Ben, Merci à vous. Merci de nous avoir invités. Ça a été bien agréable de discuter avec vous. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.